Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Donc aujourd'hui, un débat particulier sur les fake news au temps du Covid. Et nous accueillons pour cette réunion qui devient une tradition maintenant. Donc, Monsieur Pierre Le Texier, que j'ai entreaperçu tout à l'heure, qui est conseiller en communication et réseaux sociaux de la délégation Renaissance au Parlement européen et qui a été responsable de l'e-influence au sein de la République en marche et lors de la campagne d'Emmanuel Macron. Et puis, bien sûr, nous accueillons Fabien Gutierrez, que nous connaissons bien par ici, qui est membre du comité local de Castelnau-le-Lez, qui a été animateur d'ateliers thématiques, notamment sur l'intelligence artificielle, et qui est responsable du pôle communication au sein de la République en marche 34. Alors, on a l'habitude en fait de donner la parole au début de ces entretiens à notre invité principal, donc Monsieur Le Texier. Et on va vous laisser la parole. Mais moi, j'aurais presque envie de vous poser d'abord une question parce que, en préparant cet entretien, il y a quelque chose qui m'est apparu comme étant fondamental dès le départ, c'est la définition du mot fake news. Alors peut-être qu'on pourrait partir de là si vous le voulez bien. Vous posez une très bonne question. Déjà, merci à tous et merci de l'invitation. Je suis ravi d'échanger avec vous aujourd'hui sur ce sujet important et très préoccupant d'ailleurs. Alors, fake news, c'est des fausses informations, évidemment, traduction littérale de l'anglais. Ça va être aussi l'information manipulée pour lui faire dire des choses qu'elle n'a pas forcément dites. On viendra là-dessus. Les fake news, ça existe depuis très longtemps, depuis toujours, en fait, depuis qu'il y a un débat public. La seule différence aujourd'hui, c'est qu'on a des moyens de production industrielle et de diffusion qui permettent de toucher le plus grand nombre. Et c'est vrai que ça, c'est en grandement partie dû à la fois à des stratégies d'État et d'entités et d'organisations qui mettent ça en place et qui dépensent beaucoup d'argent et de moyens pour ça. Et puis, c'est effectivement dû aussi à l'émergence et à l'essor des réseaux sociaux qui, ne faut pas l'oublier, qui sont quand même extrêmement récents. Je crois que Facebook doit arriver en France en 2007-2006, quelque chose comme ça. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très récent. D'ailleurs, pour vous donner un peu un ordre de contexte des réseaux sociaux en France aujourd'hui, pour vous montrer aussi l'ampleur du phénomène, finalement, quand on diffuse une fake news sur un réseau social, Facebook, par exemple, c'est 28 millions de personnes en France qui se connectent chaque jour. Chaque jour. Tous les mois, c'est 46 millions à peu près, mais chaque jour, il y a 28 millions de Français qui vont sur Facebook. Sur YouTube, c'est 17 millions. Sur Instagram, c'est 11 millions. Sur WhatsApp, c'est 10. Sur Snapchat, c'est 14. Sur LinkedIn, c'est 3. Et sur Twitter, c'est 3. Donc, vous voyez, Twitter, dont on parle beaucoup dans les médias et même dans les recherches scientifiques, on voit que finalement, Twitter, c'est peu de choses par rapport à Facebook. Et c'est vrai que le propos que moi je vais avoir aujourd'hui va être surtout sur Facebook parce qu'on n'en parle pas assez, je pense. Ces chiffres-là que je viens de vous donner, ils augmentent chaque année. C'est assez significatif. Et je le redirai tout à l'heure, il s'est passé notamment quelque chose au moment des Gilets jaunes. Il y a eu tellement une crise de défiance vis-à-vis des médias traditionnels. On a eu les 1er et 8 décembre, là où il y avait eu l'Arc de Triomphe qui avait été saccagé. Il y avait eu, donc on est en 2018, 1er et 8 décembre 2018, il y a eu plus de gens qui ont regardé Facebook pour s'informer sur les Gilets jaunes que de gens qui ont regardé la télévision. Il y a eu des audiences incroyables, quoi. Donc, on va reparler de tout ça. Alors, c'est vrai que les fake news, dans les périodes de crise, elles adorent se multiplier. Vous les avez tous vus au moment du coronavirus. Si je prends par exemple hier Vikash Dorasso, qui est un ancien footballeur et qui est maintenant candidat insoumis, lui, il mettait un schéma sur son compte Twitter en disant que le confinement ne servait à rien parce que le Covid n'était pas si mortel que ça, oubliant de dire que c'était le confinement finalement qui avait évidemment permis ça, heureusement. Vous avez vu peut-être passer aussi la fake news comme quoi le coronavirus aurait été créé dans un laboratoire en Chine, un laboratoire qui appartenait à je ne sais plus quel groupe, alors que les scientifiques, il y en a eu plusieurs qui l'ont dit très clairement que c'était un virus qui n'était pas créé en laboratoire en tout cas. Vous avez pu voir aussi que tout ce qui est les applications de traçage numérique qu'on va peut-être mettre en place, c'était financé par Bill Gates pour implanter la 5G via des puces chez les gens pour pouvoir les tracer, etc. Vous avez aussi
tout ce qui était autour des mensonges de l'État français, évidemment les masques en premier lieu, le fait qu'il n'y aurait qu'en France qu'on aurait connu des pénuries, alors qu'en Allemagne il y a aussi des pénuries, enfin il y en a partout en fait des pénuries. Dans le monde entier il y a des pénuries, vous lisez à la presse américaine, c'est les mêmes problématiques, il y a des pénuries partout, donc on n'est pas que les Français. Que l'État français aussi aurait refusé de prendre en compte la molécule du professeur Raoult, le nom m'échappe là, mais vous voyez tous et toutes de quoi il s'agit. On peut voir aussi que, comme fake news, que la Chine, Cuba ou la Russie auraient aidé davantage l'Italie que par exemple l'Union européenne, ce qui est faux quand même, rappelons-le. Hein. La France et l'Allemagne, ces deux pays ont donné plus de masques à l'Italie que la Chine toute seule. Que l'Union européenne, du coup, n'aurait rien fait, évidemment, ce qui est faux aussi, que ce serait aussi le capitalisme qui serait la cause du coronavirus, ou même la mondialisation, qui est comme si on oubliait quelque part qu'il y avait eu des phénomènes d'épidémie mondiale bien avant, et dès le XIIIe siècle, et même encore avant, ou même que les Français, par exemple, si on devait prendre encore ce dernier exemple de fake news, auraient été les plus indisciplinés pendant le confinement, ce que Apple a dit comme étant faux tout simplement, ou que ça, c'est des fake news qui sont plus de la politique politicienne, aussi que le premier tour des municipales aurait contribué à favoriser l'épidémie, ce qui a été démontré négativement, en tout cas, par des statistiques. C'est ce que le Monde révélait hier. Alors là, dans tout ce que je vous ai dit, il y a des mensonges. Il y a des mensonges ou des raccourcis qui sont le fait de groupes politiques et d'opposants politiques qu'on connaît tous ici en France, mais vous avez aussi des entreprises de déstabilisation beaucoup plus importantes qui sont vraiment des stratégies mises en place. Donc, on va parler un petit peu globalement, évidemment, de tout ce qui est mensonges, fake news et manipulation de l'information, en tout cas, en gardant bien en tête quand même qu'il y a des fois ce qui est de la mauvaise foi politicienne, on va dire, mais qui ne rentre pas dans la catégorie des fake news et les stratégies qui sont mises en place sur les réseaux sociaux. Donc voilà un petit peu c'est vrai, pour un petit propos d'introduction, pardon. Merci beaucoup, Pierre. Fabien, tu aurais quelque chose à ajouter ou à compléter ou bien simplement à nous signaler pour lancer le débat? Effectivement, ce que disait Pierre, et c'est très juste, il ne faut pas confondre une fake news avec une opinion qui peut être différente de la sienne. Le droit à la liberté d'expression est extrêmement important et quand on parle de lutter contre les fake news, on ne parle pas de lutter contre des opinions qui ne seraient pas les vôtres, mais contre l'altération de faits ou le fait de transformer des informations dans des buts pour lesquels elles n'étaient pas initialement prévues. Le cas, effectivement, dont parlait Pierre, du Vicage Dorasso, qui est extrêmement récent, donc qui a même été débunké par France 2, je crois que c'est hier ou ce matin. En fait, c'était un détournement d'une infographie qui était faite en tout début de pandémie, qui visait à classer les causes de mortalité dans le monde. Finalement, en essayant de dire que ça banalisait le Covid-19 et une des fake news qui est assez générale, c'est finalement qu'on exagère le nombre de morts. Alors qu'en fait, l'évaluation qui était faite, elle était au 9 mars, donc en tout début de pandémie mondiale, donc avec un nombre de morts forcément qui était peu élevé, et que ces mêmes chiffres, donc sur la même source, mais repris en début de mois d'avril, effectivement, montraient déjà que le Covid devenait la 5e cause de mortalité, alors qu'il était au mois de mars uniquement la 17e. Donc voilà, c'est vraiment des informations qui peuvent être précises. L'argument de Vicage Dorasso, et là, c'est entre l'opinion et la fake news, il dit, mais vous n'allez pas m'interdire de dire des choses, même si elles sont fausses, si moi j'y crois, et si des personnes autour de moi y croient. Donc c'est vraiment là, à mon sens, la mise en évidence de la limite entre la liberté d'expression, chacun est libre d'exprimer un point de vue, et la transmission d'informations erronées en vue d'influencer, puisque là il s'agit bien d'une stratégie politique, puisqu'il est candidat effectivement à la mairie de Paris dans un des arrondissements. Voilà ce que je voulais dire pour compléter
la première intervention. Là, on est d'emblée dans le cœur du sujet par rapport aux fake news. C'est effectivement, et ça a été, vous l'avez relevé tous les deux, c'est-à-dire à la fois cette notion de manipulation et d'intention de manipuler, et à côté, la notion d'erreur de l'information pour plein de raisons, pour des raisons qui ne sont pas forcément du fait de celui qui va manipuler l'information. Et j'avais tout à l'heure commencé par la définition de la fake news parce que j'ai entendu parler le mot d'infox. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir là-dessus. Donc, sur cette notion, en fait, compte justement, qui accentue le côté délibérément biaisé d'une information. Est-ce que ça vous paraît important de différencier les deux? À titre personnel, je ne vois pas forcément de différence entre une fake news et une infox. Il y a énormément de mots qui ont été donnés. Je crois qu'infox, c'est le mot français pour fake news, si je ne dis pas de bêtises. Parce que c'est vrai que fake news, c'est un anglicisme et on en a beaucoup, malheureusement, dans l'actualité. Donc, autant leur donner effectivement une définition. Pour bien différencier aussi ce que disait Fabien sur ce qui relève de l'opinion et ce qui relève de stratégie d'influence, la Commission européenne, elle estime, parce qu'il y a une task force au sein de la Commission européenne qui travaille évidemment sur ce sujet-là, elle estime que la Russie dépense chaque année 1 milliard pour mettre en place des fake news et les diffuser. Donc ça donne vraiment un ordre de grandeur. Un autre ordre de grandeur, c'est au moment du Brexit, Dominic Cummings, qui s'occupait de la campagne, de la communication en fait, des Brexiteurs, il a dépensé 4 millions en publicité Facebook, et qui permettait notamment de diffuser des fake news, mais pas que ça, mais bon, 4 millions de publicités Facebook. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près ce qu'on a dépensé, nous, République En Marche, au moment des européennes, pour l'ensemble du budget des européennes, c'est ça, donc meeting et comme ça, en rappelant évidemment que la publicité est interdite au moment des élections en France. Donc ça donne aussi des ordres de grandeur. Aux États-Unis, je ne sais même pas sur quel chiffre on est, mais on doit dépasser le milliard en publicité Facebook, en publicité réseaux sociaux. Donc on est vraiment sur des ordres d'idées assez énormes. Il y a une rupture de faisceau, non? Ou c'est moi qui ne vois plus le… Allô? Est-ce que vous m'entendez? Il y a une rupture de faisceau ou… Non, je vous entends. Ah, ça y est, vous aviez disparu. D'accord. C'est juste le micro de Sarah qui était ouvert, je l'ai muté. D'accord. Et alors, moi, maintenant, j'ai une autre question alors d'emblée, parce que, donc, qu'est-ce qui motive, en fait, alors, il y a que la manipulation qui motive les gens à écrire, envoyer, transmettre, propager ces fake news. Quels sont les moteurs de tout ça, notamment en plus dans le cadre de la pandémie? Quand on parle de fake news, faut parler d'idéologie aussi. On ne peut pas, je pense, se passer de cette analyse. Ce qui est véhiculé à travers toutes les fake news, c'est une représentation du monde qui est partagée par plusieurs individus. Globalement, on peut peut-être en définir trois groupes, on va dire, qui diffusent et qui partagent les fake news et qui peuvent eux-mêmes en produire. C'est tous les gens qui vont avoir, tous les extrêmes, on va dire extrême droite et extrême gauche, qui vont avoir une sensibilité d'opposition au libéralisme, au capitalisme, qui vont s'opposer aussi à la perte de la souveraineté de la France supposée dans des institutions mondiales ou tout simplement l'Union européenne. Donc ça, ce serait un premier public, donc les extrêmes, on va dire. Vous avez un deuxième public qui se recoupe en grande partie, qui vont être des gens qui ont une vision du monde assez complotiste et qui, pour eux, pensent que les élites sont organisées pour nuire à la population contre le peuple. Donc, vous avez donc en gros premier public, les extrêmes, deuxième public, les complotistes qui se chevauchent, vous imaginez bien. Et puis, vous avez aussi, ils sont très présents sur Facebook, notamment avec beaucoup de moyens, des intégristes religieux qui sont de toutes les religions d'ailleurs, et qui vont, eux, voir les valeurs de l'Occident libéral comme assimilés à des valeurs satanistes ou décadentes. C'est des mots qu'on voit dans leurs publications. Et c'est vrai qu'on parle de la santé, là, dans le cadre du Covid. Je pense, à titre personnel, je n'ai pas vu d'études ou de chiffres là-dessus, mais je pense qu'un des moteurs principaux de la diffusion de fake news, c'est tout ce qui concerne la pédophilie et les sujets qui touchent aux enfants. Et c'est vrai que
J'ai le souvenir, moi, qu'à La République En Marche, on avait fait une étude de cas. Ça datait de juillet 2018. Marlène Schiappa avait sorti 2 choses en même temps. C'était une proposition de loi pour renforcer les violences sexuelles et sexistes et une circulaire qui remettait à l'ordre du jour 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité dans les écoles. Et les fake news qui avaient été associées à ça, c'était que, le gouvernement voulait légaliser la pédophilie ou du moins abaisser l'âge de consentement, et que 2, le gouvernement, à travers les cours d'éducation sexuelle, il allait en fait demander à des enfants de 3 ou 4 ans d'apprendre à se masturber. Vous imaginez bien que tout ça est évidemment faux, mais c'est des choses, on avait calculé, quand on peut relever, on avait fait ça avec des outils de veille et c'était des millions et des millions de vues sur Facebook. C'était considérable, quoi. Ça s'était appuyé en plus sur des réseaux. C'est là où je parlais de l'idéologie aussi. Comment ces 2 fausses informations avaient circulé. Elles s'étaient appuyées sur des réseaux préalablement constitués au moment de la manif pour tous, notamment, et des principales dispositions que le gouvernement socialiste avait pu mettre en place autour de l'éducation sexuelle des enfants. Donc, il y avait eu toutes des mobilisations à travers l'ABCD de l'égalité, les vidéos, même des vidéos d'initiatives locales, notamment à Périgueux en 2013. Donc, on avait des choses, des grands réseaux qui avaient été constitués, quoi, et qui avaient permis de diffuser cette information. Donc, en fait, là, les fake news avaient servi de ce qu'on appelle un biais de confirmation dans des sciences cognitives notamment, le biais de confirmation, c'est tout simplement, vous croyez quelque chose et vous allez voir quelque chose dans un média ou sur les réseaux sociaux qui sont eux-mêmes des médias, vous allez voir quelque chose qui corrobore ce que vous pensez. Tiens, c'est marrant, j'en parlais, je retrouve exactement ici ce que je pensais. Et donc, finalement, la fake news, ou en tout cas la manipulation de l'information, va servir une croyance, une conviction en tout cas. Donc c'est pour ça qu'il faut, on en parlera après, mais combattre les fake news, ça va bien au-delà des dispositifs légaux qu'il faut mettre en place. Il n'y a pas de débat là-dessus, mais ça va bien au-delà, mais on en reparlera après, je pense. Et alors justement, en parlant je viens de lire une question et qui soutient donc ce lien entre fake news et peur et angoisse. Est-ce que c'est vraiment un des seuls moteurs en fait qui soutient ça, la peur et l'angoisse de la situation qu'on peut vivre? Est-ce qu'elle peut expliquer en grande partie quand même le succès, on va dire, entre guillemets, de la propagation de ces fake news? En fait, une fake news, pour qu'elle prenne, il faut qu'elle ait une dimension émotionnelle. Après, ça, c'est aussi la spécificité des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils ne sont pas responsables en soi des fake news, ce n'est pas eux qui les créent, mais ils ont des systèmes très émotionnels qui font que c'est partagé. Et notamment dans les ressorts du partage, là, c'est fake news ou pas fake news. Pensez vous-même à ce que vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux. Vous allez partager quelque chose qui va vous faire rire, quelque chose qui va vous énerver, quelque chose qui va vous émouvoir. Et bien, les fake news, ça fonctionne pareil. Et en fait, il y a des chercheurs qui ont analysé ça. Entre une information classique et une fake news, et ben la fake news elle va être 6 fois plus partagée parce elle fait appel à un ressort émotionnel qui peut être la peur, mais qui peut être aussi autre chose. Mais vous avez aussi, par ailleurs, la fake news qui va essayer de vous raconter aussi la façon dont le monde fonctionne. C'est vrai qu'on a un monde qui est en mutation depuis quelques décennies. Avant, c'était relativement simple. On avait un bloc de l'Est, un bloc de l'Ouest avec des configurations idéologiques assez claires. Depuis l'effondrement du mur de Berlin, on a quand même beaucoup plus c'est beaucoup plus difficile de se représenter le monde, les évolutions géopolitiques, les évolutions même technologiques ou ce qui peut se passer au niveau du social et du marché de l'emploi. Et donc, il peut y avoir aussi une dimension d'incompréhension du monde tel qu'il fonctionne. Et vous avez des gens qui vous expliquent justement le monde tel qu'il fonctionne et pourquoi c'est pas bien, pourquoi il faut le changer. Donc, vous avez à la fois des fake news qui sont basées sur l'émotionnalité pure, genre l'Union européenne est fou rien pendant que la Russie elle aide les Italiens, et vous allez avoir effectivement, ça c'est surtout sur YouTube, vous allez retrouver des vidéos très très longues qui vous explique comment le gouvernement veut mettre en place, si on revient sur cet exemple de la pédophilie, il veut mettre ça en place parce qu'en fait, c'était au niveau de l'OMS que ça avait été décidé, que c'était les États-Unis et quelques grandes familles, notamment Rockefeller, qui avaient décidé que pour pouvoir avoir des réseaux de pédophilie, pour profiter d'enfants qu'on vole à des personnes plus pauvres, et ben, il fallait mettre en place des règles, etc. Donc ça va très, 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 très loin. Et à chaque fois, ces fake news, elles peuvent être complètement anecdotiques, mais elles vont raconter ces récits-là qui sont, je ne sais pas combien il peut y avoir de récits, mais on revient un petit peu toujours quand même sur les mêmes choses, quoi. Et c'est vrai que
les réseaux sociaux, par ces mécanismes de flux émotionnels, aident à la diffusion. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que les réseaux sociaux, à la différence de médias traditionnels, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Très, très peu de contrôle. Donc, c'est sûr que ça favorise une diffusion d'informations fausses. Fabien, tu aurais quelque chose à rajouter? Alors effectivement, enfin, on voit dans la conception des fake news qu'elles vont sous-tendre un certain nombre d'éléments, soit des éléments idéologiques, dont a parlé tout à l'heure Pierre. On en a vu quelques-unes autour du complotisme, hein, en France en particulier, sur Facebook, et on les retrouve assez facilement, celles-là, j'ai envie de dire. Elles sont assez identifiables. On va dans la terminologie qui est utilisée. On nous cache des choses. C'est un complot. Les Américains, eux, vont souvent parler, faire référence au deep state, c'est-à-dire une influence, par exemple, quand il était fait référence à Rockefeller ou à Bill Gates, ce sont des gens qui manipuleraient au travers de leur réseau d'influence les décisions des États pour aller dans des buts qui peuvent être assez variés. Et puis après, il va y avoir aussi des idées, des philosophies. Alors quand je dis idées, par exemple, je pense aux anti-vaccins. Les anti-vaccins, on ne les a pas beaucoup vus pour l'instant en France, mais je vous promets que dans le cadre du Covid-19, on va très rapidement les voir ressortir parmi les premières fake news qui vont tourner, parce que justement, on n'était pas encore dans cette phase-là où le plus efficace en termes de communication pour eux, c'était quand même de réagir plutôt sur le virus lui-même. Alors le virus, on a eu un peu de tout sur le virus lui-même. On a eu effectivement la 5G. Alors, la 5G qui facilitait ou qui était à l'origine du virus, voire même des tentatives de corrélation avec la première installation à Wuhan de 5G, ce qui n'a rien à voir. En France, plus localement, on a eu aussi ce type d'argumentation, mais les quelques-unes que j'ai vues circuler n'étaient pas très bien étayées. On essayait pareil de faire le lien entre le nombre de cas dans des zones géographiques et la supposée implantation de la 5G. Pas de bol, les illustrations qui étaient prises, c'était des illustrations du déploiement de la fibre, qui n'a strictement rien à voir. Mais une personne qui va passer rapidement sur une infographie où finalement on voit une carte de France avec des cercles concentriques qui sont à peu près similaires, qui n'essaiera pas de vérifier le propos et, comme disait Pierre, va réagir dans l'immédiateté et l'émotion qu'essaient de provoquer les réseaux sociaux, eh bien, va probablement relayer, alors retweeter, repartager, liker, ça dépend des médias, mais en tout cas, prise sous cette information qui lui semble possible, va se laisser emporter et finalement contribuer à propager la fake news. Comme le disait Olivier Véran, et je ferai là un parallèle, le virus, donc le SARS-CoV-2, il ne circule pas tout seul, c'est les humains qui les font partager. Des fake news, c'est pareil. Elles ne circulent pas toutes seules. Elles circulent parce que nous les relayons. Alors, nous les relayons des fois en conscience ou par inattention aussi. Mais voilà, c'est l'humain qui permet leur propagation. Alors, tu me tends la perche là parce qu'en fait, vous parlez de propagation, on parle de Covid. Il y a plusieurs questions qui reviennent d'ailleurs sur la place des médias traditionnels, voire des chaînes d'infos en continu sur la propagation justement de ces fake news. Est-ce que vous avez un petit commentaire ou pas là-dessus? Si ça leur arrive, c'est de manière vraiment involontaire, parce qu'il y a un contrôle de l'information quand même qui se fait. Puis il y a aussi quelque chose de très simple, c'est qu'il y a un interlocuteur dans une chaîne, dans un média. C'est que si jamais une chaîne d'info dit une bêtise, et ça leur arrive, eh ben, ils ont un attaché de presse d'un ministère ou de n'importe d'où d'ailleurs qui va les appeler, qui va leur dire attention, tu as dit une bêtise à l'antenne. Donc on a ce contrôle, ce suivi qui n'existe pas sur les réseaux sociaux. Nous, à La République En Marche, on avait des liens, on a renforcé les liens institutionnels entre
nous, partis politiques, et les grands acteurs, les grandes plateformes, comme on dit, donc Facebook, Twitter, etc. Sauf que la difficulté qu'on a, c'est que Facebook, oui, ils ont un bureau à Paris, on peut leur parler. Google aussi, et Google, c'est eux qui ont YouTube notamment, donc on peut leur parler. Et ils sont même assez demandeurs de ça, justement, pour savoir comment eux, ils peuvent mettre en place des choses pour lutter contre les fake news. Mais Twitter, vous ne pouvez pas leur parler. Twitter, c'est une relativement petite entreprise par rapport à l'influence mondiale qu'elle a. Et c'est valable pour d'autres réseaux sociaux. TikTok, par exemple, qui est un réseau social chinois qui monte énormément, notamment pendant le confinement, qui a gagné énormément d'abonnés. TikTok, avant le confinement, c'était 4 millions de personnes inscrites en France, hein, des très, très, très jeunes. TikTok, je suis incapable de dire où est-ce qu'on peut les contacter. Donc, ça, c'est l'énorme différence qu'on va avoir avec des médias traditionnels et des réseaux sociaux, cette dimension un petit peu à qui on parle, quoi. Sachant qu'après, dans les médias, il y a des médias d'opinion qui existent, mais là, on est encore une fois sur l'opinion, on n'est pas sur la fake news. Et c'est d'ailleurs pourquoi les réseaux sociaux ont été vus comme une source incroyable d'opportunités par des États. Parce que qui diffuse les fake news, je le disais tout à l'heure, la Commission européenne elle distingue à peu près 30 États ou organisations. Et vous avez par exemple la Russie, la Turquie, la Chine, l'Arabie Saoudite qui vont être qui vont énormément, qui ont des stratégies de diffusion, de manipulation de l'information. La Russie, ils l'assument pleinement. C'est marqué dans leur, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais manifeste géopolitique. Pour eux, c'est une stratégie comme une autre de faire de la désinformation, de déstabiliser l'ennemi, au même titre que les cyberattaques. Pour eux, ça va ensemble. C'est une forme de conflit, de guerre, je ne sais pas comment on peut dire ça, une guerre de l'information, une guerre aussi de la manipulation. Donc, eux, ils ont une dimension. Alors, aussi, il y a quelque chose de très important dans les fake news, c'est que la fake news ne sert pas à faire adhérer à un projet, elle sert à dénigrer le projet de l'autre. Hein. C'est vraiment pour nuire au projet estimé comme dominant. Donc, la Russie, elle veut mettre en place, elle veut diffuser ses valeurs, sa représentation du monde. Donc, elle va avoir une vitrine légale qui va être RT et Sputnik, donc ça qui sont des médias russes. Mais pourquoi pas à la limite, hein. Je veux dire, il y a la BBC qui est retransmise sur des chaînes, vous pouvez la voir à la télé française. Donc, ils ont des chaînes d'État qui ont des comportements des fois un peu limites sur la rigueur de l'information, mais c'est pas si évident que ça quand même de le prouver. C'est plutôt une ligne éditoriale très, très orientée sur ce qui ne marche pas dans l'Occident. On est un petit peu à la frontière de la chose. Par contre, pendant ce temps-là, ils vont dépenser énormément d'argent dans des pages Facebook. Vous pouvez le voir, par exemple, vous avez des pages de Facebook de soutien à Vladimir Poutine qui existent. Vous allez dessus, elles ont énormément d'abonnés, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe sous les publications. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a eu des gens qui ont dépensé de l'argent pour qu'il y ait des abonnés, des faux abonnés en gros, qui s'abonnent à cette page, mais qu'après, il ne se passe rien au niveau de l'engagement parce que les publications qui sont faites dessus ne sont pas assez bonnes et ne sont pas assez reprises. Et puis, de toute façon, les gens qui suivent cette page-là ne sont pas des vrais gens qui ont intérêt, en tout cas, à porter ça. Donc, qu'est-ce que va mettre en place d'autres personnes? Qu'est-ce qu'ils vont essayer de mettre en place? C'est rebondir sur l'actualité. Parce que c'est vrai que si vous créez une page comme ça, d'un coup, aimer Vladimir Poutine, vous n'allez pas le faire. Si vous créez une page en relation, par exemple, de soutien au professeur Raoult, là, vous êtes dans l'actualité. Et puis, il se trouve qu'il y a des gens qui ça énerve parce que le professeur Raoult, c'est le représentant du peuple marseillais versus l'élite parisienne qui veut nous dire comment ça fonctionne. Donc, je vais le suivre, je vais le soutenir. Et puis, en fait, cette page-là, alors, ou ce groupe, hein, d'ailleurs, je parle de page, mais ça peut être un groupe Facebook aussi, elle peut être très bien créée de manière spontanée par un citoyen n'importe où sur le territoire, mais elle peut aussi être créée par quelqu'un qui sert des intérêts étrangers ou en tout cas idéologiques, parce qu'il y a évidemment des États, mais il y a aussi d'autres organisations. J'ai parlé tout à l'heure des intégristes religieux, vous pouvez avoir aussi des organisations terroristes, hein, ça se fait aussi. Donc, il y a des gens qui sont extrêmement bons dans cette stratégie d'arriver sur Facebook, de mailler, d'arriver à agripper le plus de gens possible. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à avoir, par exemple, le Vicage de Rasso, la fake news dont on parlait. Il partage un visuel. Il l'a trouvé sur une page, je crois, de pro-Trump, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est des visuels qui vont circuler sur Facebook et qui vont toujours tourner autour des mêmes groupes d'intérêt. Parce que ce que font les réseaux sociaux aussi, c'est que vous avez certainement entendu parler de ça, et vous le voyez aussi quand vous êtes sur Facebook et sur d'autres réseaux, c'est qu'ils ont des algorithmes. Et des algorithmes qui vous donnent en fait l'information que vous voulez avoir. Et donc, on rentre en fait un petit peu dans une bulle où si, par exemple, je dis n'importe quoi, si on aime Emmanuel Macron
et le club de foot de Montpellier, et ben sur votre Facebook, vous n'allez avoir que des informations qui concernent Emmanuel Macron et le club de foot de Montpellier. Et donc, votre représentation du monde, de plus en plus, va se fermer d'une représentation réelle. Ce ne serait pas très grave si vous continuez à aller à regarder le JT le soir ou à lire la presse écrite. Sauf que le problème, c'est que les gens ne font plus ça. La crise de confiance qui est la nôtre, c'est que 9% des Français font confiance aux partis politiques aujourd'hui. 23% des Français seulement font confiance aux médias traditionnels. Et comme ils ont l'impression de ne pas comprendre, qu'on leur cache quelque chose, que les médias sont au service des plus puissants, des hommes politiques, etc., ils vont s'informer via d'autres moyens d'information qui parfois, en plus, vont ressembler à des vrais médias. Et ça, ces choses-là, c'est des choses qui ont été mises en place par des gens qui ont intérêt à diffuser une autre forme d'information. Donc là, vous voyez, on n'est pas sur une fake news, on est sur un flot continu de manipulation de l'information qui vont petit à petit entraîner les personnes vers une représentation du monde qui n'est pas, en tout cas, conforme à la réalité. Comment dire ça, pardon, pour vous situer aussi l'efficacité de ces fake news-là, c'est qu'il y a 30% de Français qui ont reconnu dans un sondage, je ne sais plus de quel institut, qui ont reconnu avoir partagé une fake news et après coup s'être rendu compte que c'était une fausse information. 30% des Français, quand même, c'est considérable. Merci beaucoup. Juste, il y a beaucoup de questions là qui sont en attente. Celle qui revient pour l'instant le plus souvent, c'est en fait là, justement, tu parlais de déstabilisation, de réalité de l'information. Et en fait, le corollaire, c'est comment on peut distinguer le vrai du faux et comment en fait aussi rechercher une source, la vérifier. Il y a eu un débat récent là, par rapport à ça, notamment des médias reconnus entre guillemets. Voilà, donc c'est un petit peu le vrai du faux et comment choisir sa source. Il y a comment dire ça, différentes façons de procéder, mais déjà, il y a le fait de croiser les sources, ça aide un petit peu, parce que il y a des fake news qui sont évidentes, et vous allez les voir, vous allez dire non, c'est n'importe quoi, et puis il se trouve que vous allez regarder un sujet à la télé ou lire votre journal, et vous allez vite voir que c'est une fausse information. Mais des fois, ça peut arriver sur des sujets qui ne sont pas forcément traités par les médias traditionnels. Le mieux, c'est de faire attention effectivement aux sources. Il faut privilégier évidemment des médias qui ont pignon sur rue. C'est quand même des gens qui vérifient l'information. Et on voit quand même des médias qui sont opposés au gouvernement ne vont pas diffuser des fausses informations en tant que telles, parce que ce n'est pas leur façon de procéder. Il y a quand même une dimension, il y a un code de déontologie tout simplement dans la presse qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, bien heureusement. Donc, il faut vérifier effectivement les sources, les croiser. Vous avez aussi des outils qui existent. Je sais que Le Monde avait mis en place, ça doit encore exister, une sorte d'annuaire un petit peu des sites auxquels on peut faire confiance. Donc, vous rentrez en fait l'adresse de ce site et il vous donne un code couleur. Vert, c'est que c'est un site qui est fiable. Orange, c'est un site qui peut prêter à confusion, en tout cas sur lequel il faut faire attention. Puis rouge, évidemment, c'est un site où il y a des fausses informations qui sont diffusées. Mais j'aurais tendance à dire quand même aux gens d'aller sur les sites traditionnels de médias qu'on connaît tous, quoi. Fabien, tu as un commentaire particulier sur cette notion de vrai, faux et vérification de la source de l'info? En tout cas, toujours essayer de trouver d'où vient l'information. C'est important, et une seule source, voire même un post, parce que souvent on ne voit pas les sources. C'est ça la vraie difficulté, c'est on a une information qui ne se base sur rien, pas un article, pas juste. Alors le pire étant, je pense dans le cadre du Covid, alors c'est l'oncle de ma sœur qui connaît un médecin qui m'a dit. Et après, on met ce qu'on veut derrière en termes d'argumentation. Et où malheureusement, du coup, ça c'est difficile à démonter, si ce n'est que la structure se retrouve assez souvent dans ce type de fake news. Mais en tout cas, pour la démonter d'un point de vue, j'allais dire, quasiment scientifique, elle est plus difficile parce qu'on ne peut pas aller chercher sur un site une contre-indication ou la contradiction de ce qui est affirmé. Quand c'est effectivement un site, on va pas dire douteux, mais en tout cas pour lequel on a une fiabilité qui n'est pas très élevée, on peut utiliser les fact-checking qui est fait sérieusement, alors en France ou dans d'autres pays, mais en France, on a l'AFP avec Factuel, l'AFP Factuel qui
qui permet de débunker pas mal d'informations. Il y a Libération aussi qui fait ce travail pour essayer de répondre. Et là, ils vont même plus loin, c'est-à-dire que c'est les gens qui leur adressent des questions et ils vont en reprendre quelques-unes pour justement essayer de débloquer. Il y a la même chose sur France TV. Donc, en essayant de sortir finalement du média sur lequel on voit cette information qui nous interroge, on peut aller retrouver des sources qui sont plus fiabilisées. Et puis après, il y a quand même des démarches qui essaient d'être installées. Par exemple, sur Facebook, il y a, en réaction, on va dire, à certaines informations qui ne sont pas très sûres, un média de vérification. Peut-être que certains l'ont vu apparaître. Donc, c'est une tentative de rendre visible pour quelqu'un qui consulterait une information douteuse, de lui dire « Attention, ce que vous consultez n'est pas très sûr, regardez, il y a un média de vérification qui ne dit pas la même chose, avec le fait de pouvoir montrer si c'est totalement faux ou des fois c'est juste qu'une partie de l'information est altérée avec un objectif. » Ce que dit Fabien, pardon Frédéric, je rebondis. Ce que dit Fabien est comment ça, est principal et essentiel, c'est que la forme de la fake news va énormément dépendre aussi, parce que quand on parle de vérifier une source, ça veut dire que ça vient de quelque chose qui ressemble à un média. Mais quand c'est une personne qui vous dit ça, là, c'est totalement différent. Et on a vu plusieurs exemples, notamment, c'était encore une fois sur cet exemple de la loi sur, comme quoi le gouvernement légaliserait la pédophilie, pardon. La première fois que je l'ai entendu, ce truc-là, c'était une dame, en fait, une dame vraiment comme vous et moi, quoi, moi un peu plus difficilement, c'est une dame, mais je veux dire une citoyenne normale, quoi. Elle avait pas elle était dans sa voiture, elle se filmait avec son portable, c'est ça que je veux dire, pardon. Et en fait, elle disait, moi, je suis mère de famille, j'ai peur de ce qui se passe, vous vous rendez compte de ce qui se passe, etc. Donc, elle nous alpague sur quelque chose de très émotionnel. Et puis après, en fait, elle développe tout un discours. Et c'est en fait, là, quand elle a développé ce discours-là, moi, je me suis dit, mais ça vient d'où ce truc-là? D'où viennent ces arguments-là? Et une recherche Internet, pardon, m'a permis de voir en fait que derrière, c'était des réseaux pro-Erdogan, donc proches de la Turquie, et qui avaient, sur des sites Internet, sur YouTube, etc., avaient exactement les mêmes argumentations. Alors, est-ce que cette personne était manipulée en direct par l'État turc? Je n'en suis pas sûr. C'était certainement une personne qui allait sur des sources d'informations qu'elle avait vues et qui, du coup, après, retraduisait ça. Vous n'allez jamais aller sur des sites qui sont ceux de la communauté turque si vous n'êtes pas turc d'origine. Par contre, vous allez peut-être connaître cette personne sur son Facebook et là, vous allez vous dire, attendez, pourquoi elle dit ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de loi? Là, c'est pas très clair. Et puis, ce qui joue évidemment contre le gouvernement, c'est que très, très souvent, tout est compliqué. Les lois sont compliquées. Et que des fois aussi, il y a aussi une dimension que le gouvernement ne sait pas forcément où il peut lui arriver de dire quelque chose qui ne soit pas la vérité. Il ne le fait pas sciemment. Ça arrive à tout le monde de dire des bêtises. Et il peut y avoir une personnalité dans la majorité qui peut être un député ou un élu local, etc., qui disent quelque chose. Ce n'est pas pour autant que c'est partagé par tout le monde et qu'il y a une volonté derrière de manipuler l'information et de tromper les gens. Donc, c'est encore une fois là où il faut bien distinguer mensonges et fake news. Mais c'est vrai que la question des sources, c'est quelque chose de fondamental et qui est compliqué et qui va l'être de plus en plus parce que sur comment fonctionnent ces médias là, de vérification dont parlait Fabien, ils fonctionnent sur ce qu'on leur remonte et ce qu'ils voient eux-mêmes. La difficulté, c'est que de plus en plus, on ne va pas voir ce qui va être partagé. Je parlais de WhatsApp tout à l'heure, tout ce qui est messagerie privée et même les systèmes de publication temporaire comme on a sur Instagram avec les stories, c'est qu'il y a toute une dimension de l'information, du partage d'informations qui va se faire totalement en sous-main et qui va échapper à des outils de veille et qui va échapper à des gens qui ne sont pas eux-mêmes infiltrés dans des communautés d'intérêt. Et donc, ça va être aussi un énorme enjeu pour la prochaine présidentielle parce que j'ai envie de dire que celle qu'on a vécue là, en 2017, c'était du niveau amateur, hein, les fake news. On arrivait à les voir, les photomontages n'étaient pas bien faits, etc. En 2022, ce qui va se produire, c'est que là, on va se prendre la révolution industrielle de la fake news. C'est qu'on va très, très loin maintenant sur la manipulation des visages, on va très, très loin sur la manipulation des sites Internet, etc. Et puis, tous ces messages cryptés et cachés qui vont passer vraiment sous le radar, quoi. Alors,
Oui, pardon. J'ai Oui, je juste voulais juste peut-être… une petite parenthèse. Bonsoir à tous. Donc, je voulais juste parler de mon exemple personnel qui m'est arrivé sur Facebook parce que je suis très influent en fait sur Facebook. J'y passe des heures, j'y ai passé des heures, j'ai eu plusieurs comptes. Ils sont revenus à chaque fois parce que je devenais gênant. Alors, je ne sais pas à quel niveau, comment ça s'est passé au niveau de la sphère là-haut. Ils m'ont demandé 2 ou 3 fois que je leur envoie ma pièce d'identité. Donc, je pense que si ils contrôlaient le compte au bout de 2, 3, 4, 5 semaines, 6 mois de chaque personne qui sont inscrits sur les réseaux sociaux, ça éliminerait tous les fakes, on appelle c'est les fakes, toutes les fausses pages qui, eux, envoient ce genre de fake news, je suppose. Enfin, une partie en tout cas. La difficulté, c'est que il y a un double langage, on va dire, des réseaux sociaux, notamment Facebook, c'est qu'ils veulent s'acheter une respectabilité et ils font des efforts. Honnêtement, on ne peut pas leur reprocher. Il y a eu des choses assez impressionnantes qui ont été mises en place pour lutter contre les fake news. Le problème, c'est que soit ils vont avoir du retard ou un manque de moyens humains, parce que par exemple, quand vous signalez une publication fausse à Facebook, derrière, ce sont des êtres humains qui vérifient. Il n'y a pas de robot. Et fake news, pas fake news, pardon, Facebook va vous dire aussi quelque chose de très important, c'est qu'ils ne sont pas les arbitres de la vérité. Donc, c'est extrêmement difficile pour eux de retirer un contenu qu'on aurait signalé parce qu'eux, ils vont dire, mais attendez, qu'est-ce qui me prouve, moi, que ce contenu est faux? Et puis, la deuxième chose, et là, c'est beaucoup moins réjouissant, c'est que Facebook, ils n'ont pas un énorme intérêt, en vérité, à lutter contre les fake news, tout simplement parce que ça fait venir des gens. Quand vous avez des gens qui ne croient plus aux médias traditionnels parce qu'ils ont l'impression que ce n'est pas le monde tel qu'ils le voient qu'on leur raconte, et que d'un coup, va se créer, notamment au moment des Gilets jaunes, les Gilets jaunes, c'est plus de 800 groupes publics ou privés qui réunissent des milliers de personnes dessus, plusieurs centaines de milliers de personnes dessus. Et bien, ces gens-là, ils vont avoir une information qu'ils ont trouvée nulle part, donc ils vont venir sur Facebook. Et quand ils viennent sur Facebook, ben évidemment, ils cliquent sur des publicités que d'autres marques, par exemple, vont dépenser sur Facebook. Donc Facebook va se faire de l'argent sur des gens qui s'inscrivent sur Facebook. Et il se trouve qu'avec les Gilets jaunes, il y a plus de gens qui sont sur Facebook. Donc, vous avez d'un côté des déclarations d'intention et de l'autre côté, une réalité mercantile qui est assez inquiétante. Alors, je reprends juste parce que j'ai un message de Romy qui demande qu'on recentre le débat, mais je pense ça avait déjà été fait en début en disant quelles sont les fake news relatives au Covid. Fabien, peut-être que tu peux… Ouais. Je peux en reprendre quelques-unes. Effectivement, j'ai commencé à en évoquer… alors, au niveau mondial, il y avait un top 10 qui a été dressé par l'Université de Cornell. Et on trouvait en tête la 5G, dont je parlais tout à l'heure. Donc avec la corrélation, je mets des guillemets bien évidemment, entre le déploiement de la 5G et l'apparition du virus. Le deuxième, c'était finalement l'influence de certaines personnalités. Là, c'est Bill Gates qui a pris ça. C'est particulièrement aux États-Unis, on l'a vu un peu en France, mais elle est un peu moins présente. Bon, on lui a prêté des intentions en reprenant des vidéos anciennes où il parlait d'Ebola, où on a extrait des séquences et on a dit ben regardez, en fait, c'était prévu. Après, on lui a fait dire des choses complètement ubuesques, on a implanté des puces. Enfin, on a des variantes autour de Bill Gates, mais grosso modo, quand on voit cette technique autour de Bill Gates, c'est plutôt l'influence de personnes en arrière-plan qui essaieraient finalement de jouer contre nous et qui manipuleraient les États. On a ensuite, alors là c'est un peu plus difficile, on ne peut peut-être pas encore la catégoriser sous terme d'une fake news, le virus qui se serait échappé dans le laboratoire. C'est une hypothèse qui est assez peu probable malgré tout, mais qui pourrait être possible. Et c'est vrai qu'en l'absence d'enquête, on ne peut pas la classer encore comme une fake news, mais c'est quand même une probabilité très très faible qu'il y ait un virus qui se soit échappé dans le laboratoire. On a ensuite le fait que c'est une arme biologique. Donc ça, par contre, ça a été clairement débunké comme information, hein, puisqu'on a eu un nombre assez important de publications de scientifiques, français, étrangers, hein, qui démontraient que la séquence du génome, puisqu'il a été très rapidement
séquencés n'avaient rien d'une intervention humaine. On a eu par contre une tentative de propager ça en France au travers du professeur Luc Montagnier. Je pense que tout le monde a suivi sa sortie assez peu brillante sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on a encore comme information? On a, alors là, c'est toujours pareil, ça rejoint un peu celle que j'ai sur le virus qui s'est échappé, le fait que le virus aurait été importé par des militaires américains en Chine. Là aussi, au travers des jeux militaires qui ont eu lieu en octobre, fin octobre, début novembre, si j'ai le bon souvenir. Là aussi, on est incertain, on va dire, sur cette information. On ne peut pas encore la classifier comme une fake news. Mais bon, là, c'est plutôt des luttes d'influence politique qui font ressortir cette information. Lutte, bien évidemment, entre la Chine et les États-Unis sur ce sujet. On a aussi alors, le fait que les OGM favoriseraient l'apparition du virus. Donc là, ça rejoint un peu la fake news avec la 5G. C'est assez proche dans la conception. On a aussi le Covid qui n'existe pas. Alors, on a eu des tentatives en France à un moment, pendant qu'on était confinés, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a vu des vidéos de personnes qui filmaient des salles d'urgence qui étaient vides et qui essayaient d'expliquer qu'en fait, il n'y a personne, il n'y a pas de surmortalité, donc on ment. On en a parlé tout à l'heure, la manipulation donc, qui sont liées au deep state. Donc ça, c'est plutôt ce que je disais, c'est Bill Gates quelque part, Rockefeller, enfin toutes les fortunes qui peuvent être influentes et qu'on soupçonne souvent de vouloir œuvrer pour leur bien personnel. On a un truc qui a été très français là par contre, mais qu'on retrouve aussi dans les autres pays, le complot des industries pharmaceutiques, des fameux Big Pharma. Alors ça, c'est facile à repérer. Si vous voyez un post avec Big Pharma, c'est même pas la peine de le relayer, vous pouvez le classer directement comme fake news. C'est clairement un élément de langage qui viserait à expliquer que finalement, les industries pharmaceutiques n'ont un seul intérêt, c'est que de générer de l'argent et du coup de tout mettre en œuvre, même au travers de la création d'un virus, pour finalement améliorer leur rentabilité. Et enfin, peut-être un dernier qui est sur l'exagération que l'on aurait eue sur le nombre de morts du Covid. C'est ce qu'on retrouvait un peu dans la fake news de Vika Jorasso, qui n'était pas le seul d'ailleurs à relayer ça. On a eu plein de publications qui essayaient de démontrer que c'était moins important qu'une grippe, en faisant des comparaisons erronées, en tout cas de mauvais indicateurs, entre 2018 ou 2019 par rapport au taux de mortalité, sachant que ce n'est pas forcément les bons indicateurs qu'il faut étudier dans ce cas-là. Voilà pour répondre à Rémi sur les principales fake news. Après, on peut en retrouver d'autres qui sont éventuellement des conglomérats de ces différentes informations. Voilà ce qu'on a généralement. Moi, je viens de. Donc, il y a un message là, justement, en parlant de ces fake news, qui disait, je rapporte, certains disent que les Chinois ont lancé et répandu le Covid pour acheter les actions Nasdaq américaines au plus bas, par exemple. Mais, oui, voilà, ça fait partie des constructions où finalement on a des tentatives de manipulation. Alors là, c'est plutôt inter-État. Alors, pour Pierre, j'ai une question très précise en fait de plusieurs marcheurs qui dit en fait en pratique, du point de vue technique, qu'est-ce qu'on peut faire pour sécuriser tous ces Facebook et compagnie? Alors, on parle de demander la pièce d'identité, est-ce qu'il y a on avance sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y a un espoir ou pas? Il faut leur foutre la pression aux GAFA. Le rôle des citoyens aussi, il est celui-là. C'est que il y a eu des lois qui ont été passées, il y a l'Union européenne qui a fait des choses, etc. Il faut vraiment leur foutre la pression parce que s'il n'y a pas une mobilisation citoyenne sur le sujet, il ne se passera rien, vraiment. Parce que c'est difficile d'avoir une réponse légale. Par contre, si vous les faites venir, vous les faites un peu flipper quand même, les GAFA. Donc, c'est très important d'avoir une mobilisation citoyenne là-dessus. Il faut rappeler quand même qu'il y a des choses qui ont été faites
parce que notamment Zuckerberg avait été quand même convoqué par le Congrès américain après l'élection présidentielle de Trump et qu'il avait eu un petit peu peur quand même. Donc, Facebook a mis en place différentes vérifications de l'information. On peut signaler des publications qui sont susceptibles d'être des fake news. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes un parti politique ou quand vous diffusez un message politique, vous ne pouvez pas faire de la publicité sans vous être préalablement identifié auprès du service Facebook concerné. C'est assez compliqué d'ailleurs à faire, donc ça marche plutôt bien. Alors, il y a toujours des moyens évidemment de passer outre, mais il n'empêche qu'il y a eu ça qui a été fait. Ils ont recruté des gens pour pouvoir vérifier justement aussi les informations qui étaient mises en place. Twitter, ils ont décidé d'arrêter totalement les publicités à caractère politique. Comme ça, ils ne sont même pas dans un système de vérification que de toute façon, ils ne peuvent pas faire, techniquement parlant et humainement parlant surtout. Donc, il y a quand même une prise de conscience, on va dire, pas énorme, hein, des plateformes, des principaux réseaux sociaux en tout cas, mais il y a aussi sur WhatsApp, par exemple, vous ne pouvez pas partager plus de 10 fois un message, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, à un moment donné, le transfert illimité est impossible, donc ça évite tout le principe de la chaîne d'information comme il peut avoir sur les mails. Pareil aussi sur Gmail, par exemple, qui est la principale messagerie. Vous ne pouvez pas envoyer à des contacts que vous ne connaissez pas, il y a un système de spam. Donc, ils sont mobilisés. Encore une fois, nous, à La République En Marche et avec tous les autres partis, on a rencontré des représentants institutionnels de ces plateformes-là. Ils ont aussi des choses, ils sont assez demandeurs de choses assez aussi qui peuvent paraître un petit peu étonnantes, mais ils ne se rendent pas forcément compte aussi de ce qu'il peut avoir comme fake news et comme diffusion de la mauvaise information. Donc, on est aussi là pour leur indiquer ces choses-là. Donc, j'ai envie de dire, allez voir vos élus, dites-leur de se mobiliser au niveau parlementaire sur ce sujet-là, faites des pétitions, interpellez directement les décideurs de ces plateformes-là. Donc, il y a vraiment une dimension citoyenne qu'il ne faut pas renier, même si c'est un combat évidemment très difficile. Tu as répondu à la question avant que je la pose, puisque la question qui m'était posée, c'était y a-t-il une place de mobilisation citoyenne justement face à ça? Et donc, tu as donné quelques exemples en tout cas. Ben, j'en ai pas vu beaucoup. Je pense qu'elle a construit. Il y avait, quand Internet a démarré, s'est lancé en France, il y avait la quadrature du net, en tout cas des gens qui se positionnaient sur une démarche éthique d'Internet. On ne l'a pas vraiment vu sur les réseaux sociaux. Parce qu'il n'y a pas que des fake news, il peut y avoir aussi d'autres types de contenus qui ne sont pas des mauvaises informations, mais qui sont peut-être des contenus contraires à l'éthique. Et cette dimension-là, un petit peu de valeur des réseaux sociaux, je trouve qu'elle n'a pas été posée. Elle n'a pas été demandée non plus par les citoyens. Donc, il y a quelque chose à faire aussi là-dessus. Et il y avait une question qui est intéressante comme les autres, mais qui était... Enfin, c'est vrai, qui est importante. Quelles peuvent être les conséquences de partager à titre personnel des fake news sans les vérifier? Est-ce qu'il y a des conséquences ou pas? Des conséquences légales, j'imagine? Peut-être, je pense, oui. Mais c'est la responsabilité de chacun, en fait. Oui. Alors, c'est souvent plus moral que judiciaire. Parce qu'en dehors de la diffamation, relayer une fake news n'est aujourd'hui pas sanctionnable par la loi, en tout cas en France. Alors, je parle bien de fake news, hein, je ne parle pas de contenu qui pourrait être terroriste, pédopornographique, incitant à la haine, ou quoi que ce soit. Je parle bien de fake news. Aujourd'hui, si quelqu'un veut diffuser une fake news sur un propos médical et qu'il n'est pas médecin, il risque rien. Il risque rien. Alors après, si jamais il y avait un mort, par exemple, d'une personne qui, admettons, une personne d'influence suggère de prendre du détergent. Mais bon, c'est un pur exemple. Hein. Et que des citoyens pensant être bien informés, bien conseillés le fassent, ça pourrait effectivement se retourner contre eux. Mais en tout cas, sur la fake news elle-même, non. Sur les conséquences qu'il pourrait y avoir de la prise en compte, on va dire, la fake news, probablement plus certainement. Je ne sais pas, Pierre, si tu veux éventuellement compléter. Non, tu as très bien répondu. A priori, il n'y a aucun risque légal. Moi, je complète juste au fur et à mesure des conversations. Donc, dans les exemples de fake news liés au Covid, on cite par exemple un maire qui a
qui a signalé qu'il y avait au moins un mort qui a oublié de signaler qu'il y avait un mort et le vrai nombre de cas contaminés dans son village, par exemple. Alors, je ne sais pas si c'est une fake news ou c'est de la désinformation, ou pareil. Et la différence, c'est-à-dire que c'est un mensonge, mais ça ne rentre pas dans une stratégie d'influence au long terme développée par ce maire pour je ne sais pas quoi. Donc on est vraiment sur le mensonge, le petit mensonge politicien, pas très glorieux, mais en tout cas pas la fake news au sens où on l'entend au niveau recherche. Oui, Moi, Frédéric. Oui, vas-y. Oui, Frédéric. Oui, bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour. Mahfoud Ben Ali, je suis animateur local à Montpellier, à la Paille avec Macron. Ah ben, on se connaît depuis longtemps. On se On se connaît depuis très longtemps. Ça m'a fait plaisir de te 2015, la revoir. première fois, donc, octobre 2015, ça remonte. Exactement, on est toujours là. Moi, franchement, je vis ces fake news depuis ce confinement. De chez moi, franchement, j'ai toujours la rage de voir que les gens partagent effectivement, comme il disait Fabien, des fake news comme ça, normal. À chaque fois, je recevais des fake news et je répondais personnellement, non, c'est fake, etc. Je me battais avec mes amis qui partageaient n'importe quoi. Et donc, ça rentrait, chaque fois, je faisais ça pendant tout le confinement, mais vraiment, j'étais vraiment énervé à chaque fois. Donc, moi, ma question, est-ce qu'effectivement, au niveau de la loi, est-ce qu'on ne peut pas faire comme d'autres pays? Par exemple, moi, je vois que le Maroc récemment, une youtubeuse, je vous le dis, hein, une youtubeuse qui a, au début du confinement, elle a fait une vidéo, elle a dit, voilà, c'est n'importe quoi, c'est le gouvernement, il fait ça exprès, etc. Ça n'existe pas le Covid, etc. Premièrement, ils ont fermé sa chaîne YouTube sur place. Deuxièmement, elle est en prison actuellement. Pour vous dire, elle est en prison. Elle a été condamnée à 3 mois de prison. Maintenant, elle est en prison. Donc, ça a servi d'exemple. Et tout le monde, tout le monde maintenant, au lieu de partager n'importe quoi, de dire n'importe quoi, il vérifie. Je ne demande pas l'exemple marocain, c'est un peu exagéré. La prison, peut-être, c'est un peu exagéré. Mais quand même, je me suis dit, bien fait pour elle quand même. C'est une youtubeuse qui est très suivie au Maroc. Je parle, elle avait 1 million, 2 millions, 3 millions de followers. Et donc, les gens la suivent. Franchement, je vous imaginez, elle est sortie dans le marché, elle dit voilà, moi, je ne suis pas confiné, je fais mon marché, je fais la bise à tout le monde, c'est une connerie, etc. Elle a fait ça. Elle est en prison actuellement. Donc, voilà, donc effectivement, c'est la responsabilité personnelle de tout le monde, mais quand même, il faut quand même un peu légiférer, je pense, parce que on est dans un pays libre, mais quand même, voilà, est-ce que c'est possible et ça en est pour l'instant. Mahfoud, je voulais surtout te remercier pour ta question parce qu'elle est vraiment très importante et elle correspond donc peut-être à la judiciarisation un petit peu de ces fake news. Et donc, bien sûr, je pose cette question, notamment dans le cadre de la liberté de penser, entre guillemets. Quelles sont vos réponses par rapport à ça, et surtout par rapport aux événements actuels sur la judiciarisation? Il y a un équilibre qui n'est pas facile à trouver. Je vais prendre un exemple européen en parlant de Viktor Orban, où on a, dans le cadre de la crise du Covid-19, des lois qui ont été prises qui visent réellement à mettre sous tutelle toute la démocratie et malheureusement pas d'une manière temporaire. Et on a eu là, il y a 2 jours ou 3 jours, une personne qui avait critiqué sur Facebook Viktor Orban et qui s'est retrouvée en prison au prétexte de mesures prises pour protéger du Covid. Donc l'équilibre entre finalement la judiciarisation et la liberté d'expression est extrêmement fragile, délicat, et il faut vraiment le préserver. Il ne faut pas oublier une dimension, c'est que très très souvent, les gens qui partagent les fake news, c'est des victimes. Hein. C'est des victimes justement de cette stratégie d'influence. Donc on enfermerait une personne finalement qui n'arrive qu'en bout de chaîne de toute une stratégie mise en place et qu'il faut aussi s'attaquer clairement aux émetteurs et de manière frontale. Hein. C'est ce qu'a fait aussi Emmanuel Macron quand il rencontre Poutine, c'est ce que fait aussi Angela Merkel quand elle échange avec lui. C'est à ce niveau-là que ça se joue. Hein. Mon micro était coupé. Moi,
on va presque bientôt arriver au bout. Là, j'ai une question pour Pierre là, qui est près du cercle là, dirigeant et en tout cas des penseurs là, de notre mouvement. Est-ce que, moi, la question qui me vient à l'esprit, est-ce qu'on peut encore gouverner correctement avec ces fake news? Bah, c'est une question très difficile, hein. Ce que je crois, par contre, ça c'est une conviction qui est personnelle. euh, Je crois qu'il faut respecter les gens qui diffusent des fake news. Respecter dans le sens où ils croient à quelque chose. Par exemple, il y avait une sociologue belge, j'oublie son nom, la pauvre, qui avait dit que les gens qui croyaient au complot, c'était des gens qui étaient en grande recherche d'éthique. Et si vous allez sur des pages qui sont très très opposées à Macron ou même des groupes de gilets jaunes, vous allez avoir beaucoup d'articles de presse qui ne sont pas du tout des fake news, comme quoi tel ou tel ministre aurait utilisé un chauffeur personnel ou je ne sais quoi. Tous ces petits sujets qui sont assez anecdotiques, et ben en fait, ne le sont pas pour les gens. Et donc, il y a une dimension de respect à avoir vis-à-vis d'une conviction qui n'est pas celle qu'on a. Et moi, je crois qu'il y a une solution qui passe tout simplement par le retour du débat public et le retour de la politique telle qu'elle devrait se faire. Aujourd'hui, on est dans une société où c'est très difficile de parler. On n'a plus vraiment de lieu de débat public. On a tendance à tout de suite vouloir réduire la pensée de l'autre et en tout cas de faire gagner la nôtre à tout prix. Et je peux vous dire, moi maintenant, je travaille au Parlement européen et il y a quelque chose qui me frappe, moi, qui me dit, qui est une culture très française de la politique, c'est qu'au Parlement européen, eh ben, évidemment qu'il y a la droite et la gauche et que ça existe, mais pour faire avancer les choses, vous êtes obligé d'avoir une culture du compromis. Et là, il y a le Parlement européen, il a voté jeudi un plan de relance de 2000 milliards d'euros. Ben, il se trouve que les macronistes, ils ont voté avec les insoumis, parce que c'est ça l'Europe, et que ça, c'est des cultures parlementaires différentes, plus basées sur effectivement les modèles anglo-saxons très parlementaires, nordiques même. Donc, on trouve des majorités et que peut-être qu'il y a aussi une solution en France sur la façon dont on pense la politique et la façon dont on construit aussi des majorités aussi au Parlement. Peut-être que la proportionnelle, peut-être, hein, pourrait aussi aider à avoir une meilleure prise en considération d'opinions qui ne sont pas les nôtres. En tout cas, je crois qu'il y a vraiment cette... C'est encore une fois les fake news, y compris sur le Covid, quand on parle de Bill Gates, quand on parle de vaccins, etc. Derrière, c'est une opposition à la mondialisation. Derrière, c'est une impression que les élites écrasent les petits. Derrière, c'est une peur du progrès parce qu'il y a eu des cas, et notamment des choses qui concernent des produits chimiques qui ont inquiété les gens auparavant. Donc, si on ne répond pas là-dessus, si on ne prend pas en compte ces inquiétudes, si on ne les combat pas aussi frontalement, si on les balaye d'un revers de la main, on n'aura pas réussi. Donc, il y a toute une dimension pour combattre les fake news. Évidemment, il y a un arsenal légal d'éteindre tout de suite l'incendie, quelque part, où effectivement, s'il y a une fake news qui est diffusée, il faut être capable de pouvoir la supprimer de la plateforme d'où elle est diffusée très rapidement, mais il faut aussi, au long terme, restaurer le dialogue et le débat politique. Et là, je vais faire poser la dernière question, en faisant la petite synthèse des deux dernières questions que je vois sur Zoom. Est-ce qu'on a un profil d'utilisation de ces fake news? Parce que, est-ce que, par exemple, on peut dire que les jeunes sont des cibles privilégiées? Et j'utilise le mot qui a été utilisé. Est-ce que uniquement c'est la cible de certains gogos, entre guillemets? Je sais que, voilà, j'utilise le mot qui a été… Est-ce qu'il y a un profil particulier ou pas Figurez-vous qu'il y a des études qui ont été faites et que ceux qui diffusent le plus les fake news, c'est les plus de 65 ans. D'accord. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et on parlait tout à l'heure des sources. Les jeunes, en fait, ils vont être soumis à un paquet d'infos sur Internet, mais ils ont développé une certaine culture justement de la source. Ils vont beaucoup plus se méfier d'où vient l'information, etc. Alors que chez les plus de 65 ans, on prend l'information comme argent comptant parce qu'on a grandi dans un système de confiance où les médias disaient des informations vérifiées. Donc, ça, c'est des choses très importantes, avec quand même la limite pour les plus jeunes, qu'il y a beaucoup de personnalités et de grosses personnalités du monde artistique, notamment, qui diffusent des fausses informations. Et eux, peut-être, hein, je ne sais pas, je ne suis pas non plus législateur, peut-être qu'on pourrait un petit peu aussi les condamner quand Booba diffuse des fausses informations toutes les semaines, c'est un vrai problème. Quand Juliette Binoche raconte n'importe quoi sur la 5G, c'est aussi un vrai problème. C'est des gens qui sont écoutés par des milliers de personnes. Ok. Écoute, je te remercie beaucoup. Fabien, est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on demande à Jérôme de conclure?
Peut-être juste un mot, parce que je crois que c'est Sarah qui avait posé la question sur le projet de loi CyberN qui a été adopté en lecture définitive au milieu de la semaine dernière. Donc, il ne traite pas, lui, des fake news directement, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, il traite de tout ce qui est délictueux. Donc, quand je parle de délits, les délits racistes, les homophobes, xénophobes, la pédophilie, le terrorisme, avec des obligations plus sévères de suppression, que ce soit à la fois pour les diffuseurs, donc les FAI, mais aussi pour les réseaux sociaux qui peuvent tenir ces informations vraiment. Mais là, on est bien dans du pénal, sur des informations qui doivent être très rapidement supprimées, puisque quand ça vient du juge, c'est 1 heure pour réagir, hein. Mais là, on est vraiment sur les choses les plus critiques. Et sinon, c'est 24 heures avec des possibilités de pénalités financières qui vont jusqu'à plusieurs millions d'euros. Et donc ça, c'est aussi un vrai levier quand on veut faire pression sur des groupes qui sont extrêmement importants. La pénalité en regard qu'il peut y avoir en cas de non-respect est une vraie motivation. Merci Fabien. Donc je remercie Pierre et je laisse la parole à Jérôme Toulza dans le référent 34 pour le petit mot de clôture. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, déjà merci à Pierre et Fabien pour la qualité du travail fourni. Merci à Fred pour l'animation, comme d'habitude, notre monsieur loyal, on va dire. Donc bon, j'ai beaucoup appris aujourd'hui, moi. Vous connaissez ma spécialité dans le domaine informatique. J'ai beaucoup appris ce soir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi, que vous avez appris autant que moi. C'est très important d'apprendre. Donc, les débats étaient très enrichissants. Je remercie tous les participants, vous toutes et vous tous, ces marcheurs qui venaient régulièrement à nos réunions. Et surtout, je trouve que les questions sont toujours aussi bien fournies, aussi bien adéquates. Merci vraiment. Merci à toutes et à tous. Donc, la prochaine fois, on va peut-être commencer à espacer. Le travail a repris pour beaucoup. Donc, on va espacer un peu plus. On verra si on fait une réunion tous les 15 jours ou tous les mois, mais on restera sur ce format. Je trouve que c'est un bon moyen de se rencontrer, de pouvoir travailler tous ensemble, puisqu'on est assez éclatés sur le département. Et ça nous permet aussi d'avoir une vision globale du département un peu, et ça change plutôt que de centraliser tout et toujours tout. Donc, merci encore d'être venu. Je vous dis à très bientôt. Un grand merci à Pierre d'avoir pris du temps pour nous. Merci beaucoup. Qui est très, très occupé. Donc, je le remercie vraiment personnellement et au nom de tous les marcheurs de l'Hérault. Merci Pierre, merci donc à Fabien et Fred. Je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir. Au revoir tout le monde. Merci. Ciao Pierre, merci. Merci. Merci Pierre, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Salut, merci. Ciao. Merci beaucoup. Prenez soin de vous les amis. Merci à tous. Oui, tu as raison. Au revoir. Merci Fabien. Au revoir, merci. À bientôt. Au revoir.